Ok, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin. Merci Sacha d'avoir trouvé notre intervenant de la matinée. On accueille aujourd'hui Nicolas Lecoq, un ancien Normand qui a fait du chemin depuis, qui est passé par un diplôme universitaire de préparation mentale à Poitiers et qui aujourd'hui a créé sa boîte MPerf, que vous pouvez solliciter pour vous faire accompagner. Il accompagne aussi bien le sport professionnel que le sport amateur pour développer toute la performance mentale nécessaire pour pouvoir briller en compétition. Donc, je vais pouvoir lui laisser la parole pour aujourd'hui nous présenter ce que c'est que la préparation mentale d'une manière générale, comment il l'envisage, mais aussi et surtout deux thématiques ce matin qui nous intéressent, qui sont l'imagerie mentale et la gestion du stress, qu'on essaiera d'illustrer ensemble ce matin. Alors, Nicolas, pour démarrer, déjà, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition, ta perception de la préparation mentale? Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir d'intervenir ce matin auprès de vous et j'espère pouvoir vous apporter les outils dont vous avez besoin dans vos pratiques et que vous en aurez appris beaucoup plus sur la préparation mentale après cette session. Pour introduire, je dirais que la préparation mentale, c'est un calcul très simple. On va dire qu'il y a la performance et la performance, on la situe, on dit que c'est le potentiel moins les interférences. Et en préparation mentale, on va agir sur les interférences pour que les athlètes puissent exprimer pleinement leur potentiel. Et donc, on tourne vraiment autour de ce calcul en préparation mentale où dès qu'on va démarrer un travail, on est tout de suite en train d'essayer de déceler les interférences des athlètes qui jouent qui impactent leur potentiel. Je prends un exemple très concret puisqu'on va derrière l'expliquer. Au niveau du stress, le stress, bien évidemment que c'est une des interférences principales qui impacte le potentiel. Je sais faire ce mouvement, je sais pertinemment le faire, techniquement je l'ai appris, je sais le réaliser, mais avec le stress, je vais avoir des difficultés. Donc le stress va m'impacter, les interférences vont là entrer en jeu, et l'objectif de la préparation mentale, il est très simple, si je peux le dire comme ça, c'est de réduire les interférences pour pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Très bien, merci. Alors, du coup, sur ce contexte de préparation mentale et plus précisément sur l'imagerie mentale, comment est-ce que justement ça peut aider à lever des freins ou à supprimer les interférences dont tu parles? Alors, tous les items de la préparation mentale, il faut savoir qu'ils sont interreliés entre eux. Donc, c'est-à-dire que la confiance en soi, quand on a un travail sur la confiance en soi, sur la fixation d'objectifs, tout est interrelié. C'est-à-dire que l'imagerie mentale, on va l'utiliser aussi bien pour la confiance en soi, pour la concentration, pour la gestion du stress, pour se fixer des objectifs. Tous les éléments de la préparation mentale sont interreliés. Et l'imagerie mentale, elle est en fait très intéressante et elle est énormément utilisée maintenant dans le sport de haut niveau, mais on l'utilise de plus en plus dans le sport amateur. Parce que le premier postulat, c'est que le cerveau n'a pas la capacité de faire la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. L'exemple, il est très simple. Pour beaucoup d'entre nous, on se réveille le matin et on avait vraiment l'impression d'être dans notre rêve. On avait vraiment l'impression de l'avoir vécu. Le cerveau n'a pas la capacité de faire la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Donc, on utilise l'imagerie mentale, on va dire, vraiment pour des champs très, très, très larges. Et on va le voir là, notamment aujourd'hui, le but, c'est de donner des outils concrets à pouvoir utiliser. Pour moi, il y a un réel intérêt pour les entraîneurs de pouvoir utiliser l'imagerie mentale au quotidien. Très bien. Et sur le deuxième aspect, sur la gestion du stress, comment justement on peut lever les interférences et quelles sont les interférences aussi liées au stress, comment ça peut nuire à la performance et quel est l'apport de la préparation mentale dans ce domaine? Concernant la gestion du stress, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui notamment sur des méthodes très simples et qui permettent qui peuvent être réalisables dans des séances, intégrées dans des séances, dans des programmes d'entraînement. On va utiliser notamment des techniques de respiration. Je vais présenter des techniques de respiration.
Pourquoi? Parce que notamment dans la gestion du stress, le stress, bien évidemment, va être au départ peut-être un mécanisme qui est mental. Et donc, du coup, forcément, il faut que le corps puisse s'exprimer derrière ça, exprimer il y a un mécanisme de stress. Et il va y avoir en premier lieu, lorsqu'on stresse, une augmentation de la fréquence cardiaque. Et donc, des méthodes de respiration vont pouvoir permettre de réguler la fréquence cardiaque et de pouvoir gérer le stress. Je dirais que le stress, il est découpé en deux parties. Il y a un stress qui est plutôt physique, avec notamment la boule au ventre, augmentation de la fréquence cardiaque, et un stress qui est aussi mental, avec des pensées d'échec. Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Donc, il y a deux types de stress et on va voir aujourd'hui un peu comment avoir des méthodes pour les utiliser concrètement aux abords des compétitions et dans l'entraînement quotidien. Ok, merci. Alors, avant d'aborder justement un petit peu plus de concret, je pense aussi à une chose intéressante sur ton positionnement et pour laquelle nous, on n'a pas forcément l'habitude dans la gymnastique, c'est d'avoir des préparateurs mentaux à nos côtés. Comment toi, tu peux t'insérer dans la vie technique d'un sport comme la gymnastique, faire le lien avec l'entraîneur? Comment tu vis ton métier dans la salle s'ils avaient à te solliciter finalement plus tard? Alors, il y a plusieurs méthodes d'intervention sur la préparation mentale. Il y a ce qu'on va appeler la méthode directe. Donc, la méthode directe, c'est très simple, on va être directement en lien avec les athlètes. C'est le préparateur mental qui lui propose les outils, qui fait les séances de préparation mentale, que ce soit aussi bien intégré à une séance ou en dehors d'un protocole d'entraînement, en dehors d'une séance d'entraînement, en ayant des athlètes à part ou bien vraiment en s'intégrant dans l'entraînement. Moi, j'ai cette vision que, bien évidemment, dans certaines pratiques sportives, il y a déjà beaucoup de contenu. Il faut être capable d'intégrer la préparation mentale dans l'entraînement et pas de la rajouter. Parce que sinon, on voit tout de suite la préparation mentale comme quelque chose où on n'a pas le temps, on n'a aussi pas les moyens et il faut rajouter quelque chose. Donc, j'essaye vraiment de mettre en place des choses pour vraiment intégrer ce processus dans l'entraînement. Donc, méthode directe. Méthode indirecte, de plus en plus, on va former, on va donner des outils, un petit peu comme on va faire là ce matin sur certains outils au niveau des entraîneurs. On va donner tout simplement des outils de préparation mentale aux entraîneurs. On va les former à des outils de préparation mentale pour qu'eux puissent intervenir derrière auprès de leur public. Donc, deux méthodes différentes. Et puis après, maintenant, le confinement nous a amené à travailler comme ça. On travaille soit en face à face, soit à distance. Et alors, combien de temps pour rendre un entraîneur perméable à toutes ces techniques? On va dire que il faut rentrer très rapidement dans le concret. Pour moi, on va dire que à partir de 2 mois, à raison de 2 séances par mois, on va pouvoir former un entraîneur à des techniques bien ciblées. C'est-à-dire qu'on peut au départ partir sur un travail qui est plus long, de 3 à 6 mois parfois, et former sur l'ensemble de la préparation mentale à appliquer dans l'entraînement. On peut très bien partir sur quelque chose qui est adapté sur uniquement l'imagerie mentale. J'ai besoin uniquement d'outils d'imagerie mentale. Et là, en 2 mois, à raison de 2 séances par mois, on a déjà des résultats qui sont intéressants. Ok. Alors, je te propose de rentrer tout de suite un peu plus dans le vif du sujet sur les questions de l'imagerie mentale. Quelles sont les méthodes déjà que toi tu utilises et qui pourraient, vis-à-vis de la gymnastique, te sembler pertinentes? Tout à fait. Je précise en introduction que donc moi j'ai eu ma formation. Derrière, j'adapte les méthodes que j'ai apprises. Et donc à chaque fois, je vais expliquer un peu pourquoi moi je fonctionne comme ça. Pour donner un exemple très concret de départ, lorsque j'ai appris à faire des séances d'imagerie mentale, on a beaucoup de séances qui vont durer un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Au final, on se rend compte dans la réalité des choses qu'il faut que ce soit un travail progressif. Moi, je me suis confronté à ces problématiques de faire sur un groupe au départ de l'imagerie mentale et au bout de 5, 6, 7 minutes, avoir déjà perdu des athlètes qui vont influer sur les autres et au final, derrière l'efficacité, on a fait un quart d'heure, mais on n'a pas du tout d'efficacité. Il faut savoir que l'imagerie mentale est dans les outils que je vais proposer. Tant qu'on en fait un petit peu de temps et que ça reste l'efficacité, moi, c'est l'efficacité qui compte peu importe le temps qu'on va faire. On utilise les méthodes. En termes de temps, déjà, c'est vraiment l'efficacité qui prime. Au niveau de l'imagerie mentale pure, on a deux types d'imagerie qu'on utilise.
La première, c'est l'imagerie mentale associée, qu'on appelle associée, où là, l'athlète va être le réalisateur. Je vais expliquer le protocole juste après, mais lorsque je suis en associé, je vais fermer les yeux, bien évidemment. Et en fait, c'est moi qui vais vivre l'imagerie mentale. L'athlète, à travers l'athlète, je vais lui faire vivre l'imagerie mentale. Il est dans l'imagerie mentale. Et on a un autre mode qui est dissocié. Là, je suis en réalisateur. Et on va raconter une histoire, on va dire. On va raconter une histoire dans l'imagerie mentale où quand on est en dissocié, on passe en mode réalisateur et on va faire imaginer à l'athlète avoir une caméra juste au-dessus de lui et s'imaginer l'ensemble de son corps globalement. Donc, soit on est en associé, soit on est en dissocié. L'imagerie mentale. Excuse-moi, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la littérature quand il parle d'imagerie mentale interne ou externe. C'est un peu c'est les mêmes schémas, j'imagine. Exactement. On a, alors au niveau des termes, voilà, on utilise tous un peu nos termes. Je vois acteur ou spectateur. En effet, associé, dissocié, acteur, réalisateur, interne, externe. C'est pile ce postulat-là. Et le protocole en imagerie mentale, en réalité, il est très simple. On va, dans un premier temps, fermer les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? Je donne l'explication et pour moi, elle est très intéressante à donner aux athlètes parce que en public, quand on a un groupe, on a des athlètes qui ont du mal à fermer les yeux devant tout le monde parce que je vais regarder ce qui se passe à côté, je ne suis pas sûr des autres et il y a ce côté confiance en soi à côté. On ferme les yeux tout simplement pourquoi? Parce que quand on a les yeux ouverts, c'est comme si on avait plein de petites fenêtres au niveau de notre attention qui étaient actives et donc on a une concentration, une attention qui est plutôt externe. Quand on ferme les yeux, on va se concentrer plutôt sur nous-mêmes et les images vont venir plus naturellement et plus efficacement. Est-ce qu'on peut associer ça à des postures particulières? Moi, je sais d'expérience, quand j'en avais fait avec mes gyms, on était assis ou allongé au sol, mais finalement pas toujours debout parce que ça me semblait être une posture plus complexe pour rentrer dans l'imagerie. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça, des choix à faire? Alors, on va dire que derrière, c'est encore une fois par rapport au public. Pour moi, pour débuter, c'est très bien de débuter en étant assis sur de l'imagerie mentale. Ça permet d'éviter d'être allongé. Certains, on va en perdre parce qu'on va jouer avec le niveau d'activation sur l'imagerie mentale. On va parler justement de ce lien, l'imagerie mentale avec l'activation. Commencer en étant assis, c'est très bien. L'intérêt, il est de pouvoir faire voir derrière, pour moi, de varier entre une imagerie mentale au départ assis pour l'efficacité. Après, peut-être la pratiquer allongée, mais également debout. L'intérêt de mixer les postures, c'est de faire voir que l'athlète peut l'utiliser avant sa compétition, dans sa préparation, dans sa routine. Et vraiment, dans n'importe quel lieu, juste en étant debout, en fermant les yeux ou en étant assis, on peut l'utiliser n'importe où. L'intérêt, il est là de mixer les postures pour faire voir qu'on peut l'utiliser dans différentes situations. Et alors, sur l'utilisation aussi de la posture en complément, on voit parfois les sportifs qui vont mimer aussi le geste, ou qui ont des mouvements de bras, de tête, de corps. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut jouer aussi, c'est-à-dire l'enlever, le mettre ou pas? Est-ce que ça a des raisons particulières? Totalement. Derrière, on joue sur les modalités. On joue sur les modalités, bien évidemment, l'imagerie mentale. Et on est encore au début de tout ce qu'on a découvert. Il y a encore très peu d'années, on ne soupçonnait pas encore les efficacités de l'imagerie mentale. Après, c'est en ayant fait des expériences qu'on se rend compte que maintenant, il y a un intérêt. Dans des sports, bien évidemment, dans les sports individuels, où il y a une répétition à faire, où il y a des enchaînements qu'on connaît à l'avance, il peut y avoir un intérêt à, bien évidemment, fermer les yeux et reproduire les gestes dans l'espace sans le mouvement, mais uniquement reproduire les gestes de ce qu'on peut faire pour mettre, on va dire, en éveil sur le plan mental et pour commencer à encoder dans le cerveau des mouvements qu'on va réaliser juste après. L'intérêt de l'imagerie mentale, il est aussi là, c'est de pouvoir encoder les mouvements. Et ça, il y a un réel intérêt. Ok, très bien. Alors, ouais, ça permet d'associer et d'ancrer ce qu'on travaille dans la tête avec le mouvement corporel. Ok. Alors, écoute, je te propose de passer sur peut-être des exemples de méthodologie, sur des choses
que tu utilises sur l'imagerie mentale? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si Sacha, tu mets le partage d'une des feuilles que je t'ai envoyées ou si je le fais. C'est Ah, on t'entend pas, Sacha. C'est bon. Est-ce que toi, tu peux le partager à l'écran? partager du contenu. Jusque-là, normalement, je partage du contenu. Est-ce que vous voyez? Alors, On voit ton écran d'ordi, le bureau. OK. OK. Ici, j'ai réalisé donc une fiche technique d'imagerie mentale. Encore une fois, comme je l'ai précisé, pour moi, au niveau du temps derrière, c'est vraiment en fonction des sensations. Là, c'est hyper intéressant, c'est que je l'ai mis juste à la fin. La durée, on pose souvent des questions sur la durée, combien de temps ça dure entre chaque étape. Le seul conseil que je peux donner, c'est dans un premier temps, pour se faire à l'imagerie mentale, peut-être écrire un scénario. Il y a beaucoup de scénarios dans des livres de préparation mentale où voilà, on va se détendre, on va utiliser les sens, comme on va le voir juste après. Par contre, à mes yeux, c'est important de très rapidement se dégager d'un protocole qu'on va lire. Pourquoi? Parce que quand l'entraîneur va mettre en place une imagerie mentale, c'est intéressant de pouvoir observer plusieurs choses, notamment au niveau du visage. S'il y a beaucoup de mouvements au niveau du visage, les clignements des yeux, par exemple, également aussi la respiration qu'on va pouvoir observer au niveau thoracique ou au niveau abdominal, ça va permettre de se caler sur un certain tempo et caler notre imagerie mentale. Donc, on commence toujours l'imagerie mentale par porter son attention sur la respiration. On porte notre attention sur notre respiration et puis on va fermer les yeux. Fermer les yeux, je l'ai dit pourquoi tout à l'heure, forcément, c'est hyper important de fermer les yeux. Et puis là, j'ai mis un exercice qui, pour moi, est très intéressant au niveau des entraîneurs. Comme je l'ai dit, je vais proposer des outils. Et il y a des outils, très honnêtement, qui, pour moi, sont beaucoup plus intéressants pour un entraîneur qu'un préparateur mental derrière. Et là, j'ai voulu en donner un exemple. Donc, porter son attention sur la respiration pendant 15-20 secondes. 15-20 secondes au départ, pour certains qui n'ont jamais pratiqué l'imagerie mentale, pour avoir vraiment une réelle attention et qu'on sente que la personne est rentrée dans l'imagerie mentale, ça durera peut-être 30 secondes, 45 secondes. Il ne faut vraiment pas être sur le chronomètre. Ça durera le temps que ça doit durer. Ensuite, on va commencer par imaginer un mouvement technique. Donc, l'entraîneur va choisir un mouvement technique, l'agré qu'il souhaite. Et derrière, l'intérêt, il est que l'entraîneur connaît parfaitement les détails techniques de la réalisation du mouvement. Moi, en tant que préparateur mental, quand je travaille sur beaucoup de disciplines. Ça va du water polo au tennis, au foot. Donc, je n'utilise pas des critères techniques pour pas, au final, créer un biais et donner des fausses informations. Par contre, l'entraîneur, pour moi, il a un réel intérêt dans l'imagerie mentale à améliorer la technique sur le mouvement. Donc, dans un premier temps, on va lui demander de s'imaginer tout simplement le mouvement dans la globalité, le mouvement qu'on va décider de faire. Il va s'imaginer seul. Dans un second temps, après, derrière, on va lui faire imaginer en lui donnant les consignes. Voilà, dans un premier temps, tu vas réaliser tel mouvement. D'abord tel geste, puis après tel geste, en portant ton attention sur le haut du corps. Attention comment tu positionnes ça, puis comment tu positionnes aussi telle partie du corps. Donc, c'est l'entraîneur après qui guide. Et puis, on est dans un premier temps associé, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on vit l'imagerie mentale pleinement. Et dans un second temps, on va lui demander, comme s'il y avait une caméra au-dessus de lui, d'imaginer le mouvement, la même chose, mais dans la globalité, pour ressortir, pour vraiment imaginer la chose au niveau du corps, mais entièrement, le corps entièrement, parce que parfois, entre la vision du mouvement par l'entraîneur et par l'athlète, la vision, elle est différente. Et le fait de rentrer en imagerie mentale avec des précisions techniques, ça permet de se caler et d'avoir en fait la même vision interne des choses du mouvement. Donc, une fois qu'on a réalisé justement les actions en prenant le temps qu'on le souhaite, et la procédure, elle est très simple, elle est un petit peu liée aussi à ces méthodes d'hypnose. Revenez ici,
Et maintenant, tranquillement, on peut utiliser les escaliers. Au niveau de mon attention, je suis en train de remonter les escaliers. 3e marche, 2e marche, je suis de plus en plus conscient, je me vois dans la pièce. 1re marche, je suis ici maintenant, je donne la date, l'heure, le lieu, 10h24, ce jeudi 17 décembre, et on ouvre les yeux progressivement. Voilà un peu comment ça se passe. Là, forcément, je le redis, j'ai mis que la durée des étapes, elle va dépendre de la capacité de l'athlète à maintenir l'imagerie mentale. Parce qu'au départ, on va vite en sortir, on n'est pas habitué à ce type de méthode et on va vite en sortir, on va vite voir qu'on cligne des yeux, qu'on va commencer à vouloir un petit peu ouvrir les yeux. Là, l'intérêt, il est terminé assez rapidement, terminé, et puis peut-être revenir plus tard sur le même exercice, mais peut-être le faire en 2 fois. Excuse-moi, je te coupe, mais pour essayer d'intégrer ça dans les entraînements pour nos entraîneurs, est-ce qu'il faut, il faut quand même penser qu'eux, ils vont fonctionner avec un groupe, ça va être difficile de pouvoir faire un travail individualisé, ou en tout cas interindividuel. Et quand est-ce qu'ils peuvent intégrer ça? Est-ce que c'est bien de le faire sur 5 minutes ou 2 minutes pendant l'échauffement, ou avant d'aborder un élément particulier, ou plutôt en fin de séance? Comment est-ce que tu vois le démarrage de l'intégration de ces techniques dans l'entraînement? Au niveau du démarrage, je pense que ça peut être une bonne façon de faire, de le mettre juste avant, en expliquant les consignes de ce qu'on va réaliser juste après, de mettre l'imagerie mentale sur 2 minutes. Voilà. L'exercice que vous allez réaliser est le suivant. Et d'abord, on va l'imaginer. On va l'imaginer ensemble et comme ça me permet de donner les modalités et après, ensuite, réaliser l'exercice. C'est comme une démonstration. Quand on fait une démonstration, forcément que pour certains, on a un groupe et pour beaucoup, au départ, on n'a pas forcément compris l'exercice. On attend, déjà, la démonstration me permet de m'aider parce que je vois le mouvement à réaliser. En plus de le voir, là, le fait de le pratiquer en imagerie mentale, je le fais moi-même. Et donc, forcément, j'ai le ressenti derrière de ce qu'on va mettre en place. Ok, donc peut-être démarrer dans la séance avant d'aborder un élément particulier et puis immiscer peut-être par touche dans l'entraînement cette immersion mentale avant d'aller apprendre un élément. Voilà, tout à fait. Et puis, dans un second temps, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si on le fait juste avant de réaliser l'exercice, on va pouvoir le faire sur 1 à 2 minutes, quelque chose de très court. Si on a envie d'y revenir en fin de séance, l'imagerie mentale joue avec le niveau d'activation, comme je le disais tout à l'heure. Le niveau d'activation, c'est le niveau d'éveil qui va de sommeil profond à intense agitation. Et le but, c'est de jouer sur ça. Donc, quand on est bien évidemment dans le cœur de la séance, on veut avoir une activation. Donc, on va l'utiliser sur 1 ou 2 minutes. Si on veut un temps calme pour revenir aussi sur la fin de séance et puis forcément faire redescendre le niveau d'activation de tout le monde, je vais réutiliser l'imagerie mentale. Mais là, je peux peut-être faire le mouvement 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois pour que le mouvement dure 3, 4, 5 minutes et refaire descendre le niveau d'activation en fin de séance. Ok. Donc ça peut être intéressant éventuellement d'avoir initié cette imagerie mentale à l'intérieur de la séance et de reprendre ce qu'on a fait dans la séance en fin de séance pour agglomérer un peu tout ce qu'ils ont vu et puis l'ancrer mentalement et en même temps redescendre un peu dans l'activation. Totalement. Si je résume à peu près la déclinaison dans la séance, quoi. Exactement. Ok, très bien. Moi, j'avais d'autres questions. Tu as parlé de la respiration et le fait de savoir la gérer. Moi, je fais des tests actuellement sur les garçons pour justement déterminer notamment l'enjeu de la respiration sur la production de force. Est-ce qu'on peut travailler ça aussi en lien avec le mouvement, enfin, soit l'élément qu'on aura mis en imagerie, sur un endroit particulier où il faut bloquer la respiration, se mettre en apnée, ou alors ancrer une respiration continue? Comment est-ce que tu travailles ça sur l'imagerie mentale? Est-ce qu'on arrive à associer cette respiration?
On l'utilise, on utilise la respiration. C'est aussi un des avantages et c'est pour ça que là, dans nos deux thèmes du jour, gestion du stress, là notamment par la relaxation et l'imagerie mentale, on utilise énormément de toute façon la respiration et évidemment que plus on va donner de détails techniques sur l'importance d'être en réalité du mouvement et notamment la respiration, pouvoir aussi dès le départ caler un rythme de respiration par rapport à ce qu'on doit réaliser, plus au final le cerveau va encoder les choses et va savoir à quel moment placer sa respiration. On va savoir à quel moment je dois réaliser tel mouvement. Et là, je sais que c'est telle respiration. Donc, oui, il y a une efficacité sur ça et c'est pour ça que l'imagerie mentale, c'est une méthode qui est très très simple, hein, honnêtement. Il faut juste faire attention à des petites procédures en sachant qu'on va jouer sur le niveau d'activation. Donc, juste avant une compétition, juste avant un mouvement qui va demander de l'activation, si je fais une imagerie mentale d'un quart d'heure, bien évidemment que là, on va perdre toute l'efficacité, mais on est vraiment libre après derrière sur ce qu'on va mettre en place. C'est différent, totalement différent de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, parce que là, on fait vraiment descendre un tout petit peu le niveau d'activation. Donc, on peut derrière utiliser la respiration. On va utiliser, je l'ai mis dans une deuxième fiche outil, on peut utiliser les sens. On utilise un exercice technique, la respiration. L'imagerie mentale, elle est vraiment libre sur tous les aspects. Alors, je ne sais pas si je vais anticiper sur ce que tu vas raconter après, mais est-ce qu'il y a une incrémentation particulière pour associer l'imagerie mentale à la construction de l'apprentissage? C'est-à-dire, je commence l'imagerie mentale, est-ce que je vais... alors, on a vu que c'était plutôt en interne, et puis après, on se voit en externe, enfin, acteur ou spectateur. Hein. Est-ce qu'après, on va y associer... d'abord des gestes techniques précis ou une qualité d'exécution ou la respiration ou encore une perception particulière de prise d'agrès, par exemple, ou de choses comme ça. Comment est-ce que tu vois la construction pour associer progressivement cette imagerie mentale à un apprentissage performant? Alors, moi, comment je fonctionne? Dans un premier temps, je fonctionne tout le temps en interne, en associé, pour permettre de faire ressentir les choses, de faire ressentir le mouvement dans l'apprentissage, avant de passer vraiment en externe. Donc, on a interne, externe. Et puis, moi, je mets en place ce qu'on appelle des déclencheurs émotionnels. Le déclencheur émotionnel, c'est très simple. Ça va être un mouvement, un mot, un adjectif que je vais choisir au bout d'un moment par exemple, sur des exécutions à quelques moments précis. J'ai vécu l'imagerie en interne, j'ai totalement bien modélisé en imagerie mentale le mouvement en interne, en externe avec la caméra au-dessus, la même chose. Et du coup, là, je vais commencer à mettre des déclencheurs émotionnels. Le déclencheur émotionnel, c'est à un certain moment de ma production, de mon mouvement, par exemple, j'ai un mot qui me permet de me dire j'en suis à tel moment de mon mouvement. Pour certains, ça va être cligner des yeux. Pour d'autres, ça va être aller plus fort. Il y en a qui se donnent au niveau du discours interne. Je mets des déclencheurs émotionnels pour à chaque fois segmenter mes productions. Et le fait de le revoir, de le remettre en place, ça permet de rester concentré sur chaque étape. Les déclencheurs émotionnels, ça permet réellement de se remémorer à chaque fois chaque étape et où j'en suis. Et du coup, on segmente tout ce qu'on va faire. D'accord, on peut associer ça à des mouvements techniques particuliers pour réussir un mouvement, par exemple. Exactement. Ou d'une manière plus complète, une fois qu'ils sont un peu plus experts, à des moments particuliers dans un mouvement gymnique, mais dans un mouvement complet, c'est-à-dire qu'on présente en compétition. Exactement. Par exemple, je vais présenter un mouvement en compétition et au départ, je peux être dans la globalité et avoir choisi que mon déclencheur émotionnel, donc à chaque fois que je fais imagerie mentale, donc je fais associer, dissocier, je le répète dans mon protocole. Et puis ensuite, après, je fais les deux et j'y associe un déclencheur émotionnel. Je vais demander à mon athlète de choisir un mot, un geste qui va lui rappeler, il fait une capture d'écran, un petit peu une capture d'écran mentale de tout ce qu'on vient de voir en imagerie mentale, et puis qui va permettre de lui rappeler plus facilement, plutôt que de refermer les yeux, de refaire tout le protocole en place,
avant de produire son mouvement. Pour certains, c'est serrer le poing. Pour certains, c'est vraiment libre. C'est leur choix personnel qui permet, juste avant d'aller faire mon mouvement, j'ai mon déclencheur émotionnel, je serre le poing, je revois du coup très rapidement toutes les opérations et je suis capable d'aller faire les choses. Et après, pour les experts, bien évidemment, les déclencheurs émotionnels, on en met plusieurs et on peut en mettre dans le mouvement. Est-ce qu'on est un peu dans l'esprit de ce qui se fait aussi avec la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est un peu dans le même processus? Oui, parce que on va dire que quand on travaille sur certains exercices de préparation mentale, notamment dans l'âge, en fonction des âges qu'on va travailler, moi, lorsque j'utilise l'imagerie mentale, sur certains, il faut savoir que plus dans les catégories on monte, plus il y a des choses qui sont ancrées. Donc, par exemple, sur un jeune ou une jeune sportive de 12 ans, l'imagerie mentale, avec peut-être si on veut faire réaliser un exercice technique ou faire disparaître la peur de quelque chose, c'est pas très ancré depuis des années, plutôt que sur quelqu'un de 16 ans, 17 ans, 18 ans, où on est réellement en construction, on s'est confronté à d'autres choses. Et là, l'imagerie mentale, les procédures vont durer plus longtemps, parce qu'on a aussi des croyances qui sont ancrées. Donc, c'est un peu comme une machine. Le cerveau, il y a un algorithme, et nous, par l'imagerie mentale, on va essayer de changer l'algorithme pour le remettre dans le sens de la performance, si je peux le dire un peu comme ça vulgairement. Alors, sur ce que tu dis, ça m'interpelle sur la construction de cette imagerie mentale dans le temps. Est-ce qu'il y a un âge auquel il faut commencer plutôt? Et puis, comment est-ce qu'il faut l'installer dans le temps? En gros, une fois qu'on a démarré, il faut le faire tout le temps et toutes les semaines? Ou est-ce qu'il y a des fois où on peut lâcher et faire des piqûres de rappel? Comment ça s'installe dans le temps? À partir de quel âge? Moi, je débute dans mes méthodes, je débute notamment sur les suivis de préparation mentale à partir de 12 ans, les coachings. Et donc, les imageries mentales vont être plus courtes, mais il faut savoir que l'imagerie mentale fonctionne très, très, très bien sur des jeunes parce qu'on a la capacité de s'imaginer très rapidement et du coup, ça fonctionne vraiment bien. Puisque si on commence tôt, l'intérêt, il est de le pratiquer au départ peut-être sur chaque séance pendant 2-3 mois et après, par contre, fonctionner sur des piqûres de rappel. Une fois qu'on a nos déclencheurs émotionnels et qu'on les a réellement mis en place, c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est ancré en nous, tout comme les croyances limitantes pour certains, des personnes à qui on va dire tu n'es pas capable. On leur dit de 0 à 16 ans, quand je les récupère à 16 ans en coaching, c'est ancré qu'elles ne sont pas capables. Donc, l'imagerie mentale, on va l'ancrer au départ, être régulier, et après sur des piqûres de rappel, peut-être une seule fois par mois, l'utiliser. Et puis quand on commence un peu plus tard, l'imagerie mentale, là, forcément que plutôt que d'être sur 1 ou 2 mois, on va le pratiquer peut-être à chaque séance pendant 3-4 mois. Et on va peut-être l'utiliser un tout petit peu plus parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont déjà bien plus ancrées et qu'il va falloir qu'on réancre autrement. Ok, merci. Alors, nous, on a un public qui est assez précoce, y compris dans la performance, hein, la gymnastique. On essaye déjà d'ancrer beaucoup de choses, même chez les petits à 8-9 ans. Est-ce que c'est pertinent à cet âge-là ou est-ce que l'âge de 12 ans, c'est un âge plutôt, il faut attendre plutôt ça pour avoir des constructions mentales efficaces ou est-ce qu'on peut quand même envisager même avant? Alors moi, c'est un âge sur lequel je débute, mais pour moi, on peut l'envisager avant. Tout dépend derrière de ce qu'on va dire, de ce qu'on va raconter dans l'imagerie mentale. Il faut que l'exercice technique, forcément, il ait une cohérence avec ce qu'est capable de comprendre l'enfant. Si l'enfant est capable de comprendre et de modéliser correctement à 8 ans, on peut totalement le faire. Pour moi, j'y vois aucun inconvénient derrière. Plus tôt on va le faire, mieux c'est. Parce que derrière, on va créer de plus en plus tôt des cohérences, des ancrages. Donc, si c'est avant, par contre, on utilisera peut-être des choses un peu plus simples sur les critères techniques. On va utiliser vraiment des choses simples et on fera durer peu de temps l'imagerie mentale. Ok, très bien. Alors, je crois que tu avais d'autres points particuliers sur la méthodologie d'imagerie mentale à nous proposer. Oui, j'ai un autre exercice. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Il me semble que Arthur avait une question, donc je te laisse la parole sans problème. Oui,
Oui, justement, ce que tu as parlé des différences d'âge et notamment sur les problèmes, les peurs que certaines se créent depuis un moment au niveau de l'imagerie mentale. Mais alors, comment tu fais dans certains cas, par rapport sur des petites qui ont des peurs qu'elles ne savent pas trop en fait pourquoi? Parce que toutes petites, on leur a créé des peurs qui ne sont pas vraiment les leurs. Je pense typiquement le classique de la sortie échappe et des gamines qui ont peur parce que toutes petites, on leur a expliqué que si elles lâchent devant, elles vont arriver sur la tête. En fait, elles ne savent pas de quoi elles ont peur. Elles ont créé une image de quelque chose qu'elles n'ont jamais vécu, qu'elles n'ont jamais vu. Et quand elles grandissent, réussir à leur enlever ça, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas taper sur du concret parce que l'image qu'elles ont est fausse. Mais c'est dur de leur détruire une image qu'elles ont depuis qu'elles sont bébés, où on leur a dit tu vas arriver sur la tête si tu lâches devant. Tout à fait. C'est derrière une des complexités de l'imagerie mentale, c'est que plus ça va être ancré en nous et plus on va avoir besoin de temps. Plus on va avoir besoin de temps pour faire changer une image. Une image se change dans tous les cas. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'image qu'on a d'un mouvement, si elle est mauvaise, on peut la changer. Bien évidemment, plus c'est ancré, plus c'est difficile à modifier. Et c'est pour ça que derrière, pour certains, on va avoir un travail qui est individuel en préparation mentale parce que pour certains exercices, il y a 2 séances qui vont permettre de totalement avoir mis en place sur l'aspect mental le mouvement et d'autres qui vont toujours avoir des craintes, des peurs. Donc, dans ces cas-là, l'intervention, elle est plus individuelle et il y a un intérêt pour les athlètes de pouvoir revoir les exercices chez eux, chez les jeunes, je le dis toujours. Même si on l'a fait dans l'entraînement, pour certains, il y en a qui vont avoir besoin de le refaire chez eux. Il ne faut pas hésiter de le faire avant de dormir parce que les images qu'on a d'une peur à la fin d'un enchaînement, plus on va les modifier, plus on va être capable derrière de modifier les comportements qu'on va avoir en le faisant. Si on modifie jamais nos images, si on les travaille très peu, on modifiera pas ce qui est ancré et on modifiera pas les peurs. Donc on va avoir besoin de plus de temps sur les personnes où c'est vraiment ancré et il y a une réelle peur. Il y a besoin de réellement plus de temps. C'est une des complexités derrière de ce qu'on va mettre en place. Pour rebondir sur la question d'Arthur, est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, et puis dans d'autres cas aussi, associer cette imagerie mentale avec de la vidéo pour se confronter peut-être au geste parfait ou en tout cas réussi, qui peut être même fait par quelqu'un d'autre, mais justement changer ses constructions mentales par des représentations de choses autres que soi? Alors, la vidéo, après, ça dépend forcément du matériel qu'on a. Et là, on va un peu plus loin parce que c'est très, très intéressant et c'est très pertinent. La vidéo, on l'utilise aussi en préparation mentale pour avoir, juste avant notre imagerie mentale, déjà un exemple de ce qu'on souhaite réaliser. Et puis, derrière, on va rentrer en imagerie mentale. Pour moi, à mon sens, c'est intéressant de pouvoir avoir la personne sur laquelle on veut travailler qui réalise l'enchaînement. Quand on va rentrer dans des catégories d'âge supérieur. Parce que là, c'est intéressant qu'elle soit vraiment, elle, dans l'expertise, dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on veut réaliser. Par contre, justement, notamment avec la question d'avant, pour se confronter aux peurs, sur des plus jeunes, on va pouvoir mettre en place des vidéos avec des personnes, justement, qui réalisent, elles, le mouvement, en leur faisant voir que, voilà, elles le réalisent de telle façon. C'est ça qui va leur permettre d'avoir un très bon enchaînement pour derrière l'imaginer. Parce que, pour l'instant, sur des personnes qui ont des croyances et qui pensent ne pas savoir faire le mouvement, les faire s'imaginer elles-mêmes, ça peut être compliqué. Donc, on peut passer par la vidéo et mettre une vidéo d'une athlète qui va réaliser le mouvement, l'enchaînement qu'on cherche à ancrer. Ok, merci. Merci Arthur pour la question. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant de passer sur l'utilisation des sens. Ouais, je les vois pas parce que je suis en partage d'écran. J'y retournerai juste après. Il n'y a pas de questions. Parfait. Alors, on te laisse continuer, Nicolas, sur ce que tu nous proposes à l'écran. Le deuxième outil que je voulais proposer sur l'imagerie mentale, c'est l'utilisation des sens. Et donc là, ça parlera peut-être aussi à certains, du coup, certaines personnes qui ont des ancrages, parce que les croyances limitantes qu'on a, notamment sur des peurs, c'est lié aussi à nos sens. Et on va l'évoquer. Donc,
Pour l'imagerie mentale au niveau des sens, c'est toujours la même procédure. Porter son attention sur sa respiration, fermer les yeux afin de garder l'efficacité de l'imagerie mentale. Et là, j'ai mis un exercice qui est très simple au départ, qu'on utilise énormément sur la préparation mentale pour éveiller nos sens. C'est de s'imaginer dans un lieu chaleureux, un lieu de confiance, de sérénité. Et là, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le VACOG. En imagerie mentale, le VACOG, ce sont tous nos sens, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. VACOG. Vous entendrez aussi PAVTOG parce qu'on met proprioception. Donc après, chacun a vraiment sa vision de la chose, mais ce sont les sens qu'on va utiliser. VACOG ou PAVTOG, ce sont les sens qu'on va utiliser. On va se concentrer, lorsqu'on imagine ce lieu de confiance, on va se concentrer dans un premier temps sur ce que l'on peut voir. Je me concentre sur un premier sens. Donc, je vais demander à mon athlète, concentre-toi sur ce que tu peux voir. Peut-être des couleurs. Tu peux voir comment tu es habillé, comment des personnes sont habillées, comment la salle est disposée. Un maximum d'éléments visuels. Puis ensuite, une fois qu'on est passé sur ce canal-là, on va passer sur ce qu'on peut entendre. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux entendre? Entendre aussi bien au niveau externe qu'au niveau interne. Parfois, on va se rendre compte qu'on entend plus de choses au niveau interne. J'entends, j'ai eu plusieurs exemples, j'entends mon ventre. J'entends mon ventre et je m'entends dire ça va être compliqué, je ne suis pas capable de le faire. Donc, on passe sur ce qu'on entend. Puis ensuite, sur les sensations physiques et mentales. À ce moment-là, dans ce lieu, quelles sont mes sensations physiques et mentales? Physique, est-ce que je me sens lourd? Est-ce que je me sens léger? Sur le plan mental, est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que je me sens très libre? Et enfin, j'ai mis, si vous le souhaitez, sur des odeurs ou un goût, à part sur de la natation, où au final, l'odeur du chlore, le goût de l'eau, je l'utilise. Sinon, après, je l'utilise sur très peu de pratiques sportives. Peut-être que certains entraîneurs y verront un intérêt. Donc, après, derrière, l'objectif, c'est profiter de cet état mental, d'avoir balayé nos sens durant quelques instants. Quelques instants, encore une fois, en général, j'utilise pendant 30 secondes, 1 minute. Au bout d'un moment, je vois que la personne a besoin que je reprenne la main sur ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de clignements des yeux, parce qu'on est en train d'essayer de respirer énormément. Et donc là, forcément que je passe à la dernière étape, vous revenez ici et maintenant, et puis en gardant en mémoire ce que vous avez pu entendre, voir, ressentir dans ce lieu de sérénité. Et ça, à la fin de la séance, une fois que j'ai fait cet exercice, je demande à mes athlètes de se noter sur les différents canaux qu'on vient de voir, en termes de qualité. Qualité de ce que tu as pu voir, de ce que tu as pu entendre, de ce que tu as pu ressentir. Et là, forcément, je mets une note sur 5 et je leur demande de raconter ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu entendre, etc. Et là, en général, déjà sur des choses, on a beaucoup déjà, pour beaucoup, on a des axes de progression sur la préparation mentale. J'ai entendu mon père ou j'ai entendu ma mère qui me disait, allez, tu as intérêt de faire ça. Là, on sait qu'il y a des choses. Juste en ayant des retours sur ça, en général, avec l'imagerie mentale, on a déjà pas mal d'axes de progression. Et puis, sur un exercice technique, on peut aussi utiliser, là, je l'ai mis sur un lieu calme pour ne pas avoir le même exercice, mais on peut l'utiliser aussi sur un exercice technique. Je vais réaliser ce mouvement, et qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que je peux ressentir? Et parfois, je me rends compte que je vais avoir plein de choses que je peux entendre pour un mouvement. Je vais entendre le bruit des pas de la salle d'à côté, de quelque chose, et j'en ai absolument pas besoin. Donc ça, je vais dire à l'athlète de gommer, de se concentrer plutôt sur ce que je vois, plutôt que sur ce que j'entends ou sur ce que je ressens. Donc je peux aussi utiliser les sens sur un exercice d'imagerie mentale, sur un mouvement technique. Alors sur les deux techniques que tu as montrées, là, les deux procédures, tout à l'heure on était plus en lien avec des possibilités d'apprentissage ou d'optimisation de la perf sportive. Là on a une autre dimension avec les canaux perceptifs qui sont peut-être préférentiels
Oui. chez les sportifs. Est-ce que finalement, cette deuxième approche, est-ce que c'est plutôt pour faire un diagnostic perceptif du sportif? Quels sont les canaux qu'il va privilégier pour performer, ou justement, quels sont les canaux qui vont le perturber dans sa perf? Est-ce que ça sert plutôt à ça, ou est-ce qu'il y a d'autres bénéfices dans cette méthode? Alors, on l'utilise, oui, dans un premier temps, on va mettre les notes, me servent derrière la note sur 5. Je vois que au niveau visuel, on est bien souvent à 5 sur 5 et au niveau auditif, on est à 2, 3. Bah forcément, quand j'ai une imagerie mentale à faire avant une compétition, bah, je vais lui dire, imagine-toi d'être en train de voir, de regarder ce que tu vas faire. Derrière, je l'utilise pour approfondir et avoir un travail plus individuel. Donc, ça permet de discerner ouais, un petit peu ce que sont les canaux préférentiels. Après, il faut se méfier parce que les canaux préférentiels, parfois, ils évoluent au fur et à mesure qu'on va faire de l'imagerie mentale. Certains ne le connaissent pas du tout. Le canal visuel, sur les premières notes, on a 2, 1 sur 5, 2 sur 5. Puis à force de le pratiquer, c'est celui qui va devenir notre canal un petit peu plus fort. Et du coup, on va l'utiliser après. Donc, j'utilise les canaux pour après individualiser dans la performance, individualiser mes imageries mentales en fonction des préférences et des notes qui vont avoir été mises. Mais la première note ne compte pas pour acquis. D'accord. Alors, c'est intéressant de mettre en évidence que les différents canaux, on peut les faire progresser. Je pense à notre activité gymnique, quelle qu'elle soit, au niveau gustatif, j'ai un peu plus de doute, à moins qu'on mange de la magnésie, mais c'est pas très bon. Sinon, on est quand même une activité qui demande un contrôle proprioceptif très important. Euh, et du coup, est-ce que finalement, il vaut mieux mettre le paquet là-dessus parce qu'on sait que pour nous, c'est là que se joue une grosse partie de la performance, ou est-ce que au contraire, on va jouer sur une fusion des différentes perceptions et essayer d'être performant dans les différents champs? Pour moi, là, c'est là l'intérêt encore une fois, que l'entraîneur utilise des techniques de préparation mentale, des outils de préparation mentale qui vont être différents du préparateur mental. Moi, je vais utiliser peut-être forcément un lieu chaleureux, un lieu de confiance, parce que je ne vais pas arriver sur des éléments techniques. Par contre, l'entraîneur qui sait que c'est intéressant sur tel mouvement de travailler sur ce qu'on va voir, sur ce qu'on va entendre, forcément, lui va utiliser peut-être un seul canal en imagerie mentale parce qu'il a l'expertise et qu'il sait que ce mouvement-là, eh ben, il est vraiment à acquérir sur tel ou tel canal. Donc, pour moi, c'est l'expertise des entraîneurs qui va permettre après, derrière, d'utiliser en fonction de ce qu'on souhaite l'imagerie mentale. Et parfois, on va balayer qu'un seul canal parce qu'on pense qu'il y a un réel intérêt d'être là-dessus. Moi, je suis sur une méthode un peu plus globale et comme je l'ai dit, je ne rentre pas sur du technique parce que parfois, je vais créer des biais. Si je lui dis, il faut que tu fasses comme ça et comme ça, alors que l'entraîneur lui dit quelque chose de différent dans une heure après, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Il est là l'intérêt, c'est que en ayant des outils de préparation mentale, les entraîneurs vont rentrer plus sur du technique et l'efficacité, elle en est que décuplée de l'imagerie mentale derrière. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'imagerie mentale? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez aborder? Alors, on a une question de Ludivine qui nous dit est-ce que tu fais la même prépa en salle et en compétition? Et elle donne un exemple sur une de ses filles qui a l'entraînement, même lors des tests, gère très bien le stress et qui finalement chute très peu, mais arrivé en compétition, c'est un autre enfant qu'elle retrouve. Là, Alors, la forcément, distinction entre imagerie mentale, excuse-moi, entre l'imagerie mentale à l'entraînement ou à la compétition, est-ce qu'il y a des méthodes différentes, des approches différentes? Comment ça se construit? il y a bien évidemment une charge mentale qui est totalement différente à l'entraînement et en compétition. C'est pour ça que l'imagerie mentale, on l'utilise à l'entraînement. Bien évidemment que le potentiel que je parlais tout à l'heure, moins les interférences dues à la charge mentale sont moins nombreuses à l'entraînement qu'en compétition. La charge mentale va être ici à l'entraînement parce que j'ai moins de stress, j'ai pas toute l'atmosphère autour, donc la charge mentale va être ici. Les interférences vont se situer ici.
Par contre, en compétition, ma charge mentale, elle est là. Parce qu'il y a énormément de stress, il y a la compétition. Et là, au final, dans l'imagerie mentale, ce qu'il faut se dire dans un premier temps, c'est qu'il faut l'avoir entraîné. C'est quelque chose qui s'entraîne. Le cerveau s'entraîne. Ça, je combat cette idée et j'ai encore des bons débats que le mental ne se travaille pas. Voilà, et le mental se travaille uniquement avec les plus faibles. C'est deux phrases avec lesquelles j'ai encore du mal et qu'on essaye de faire évoluer. Parce que le mental, ça s'entraîne. Et donc, pour des personnes, je prends un exemple très simple. Tu m'as demandé de faire un exercice donc sur la respiration. On a travaillé un exercice sur la respiration parce que je stresse avant les compétitions. Ton exercice ne fonctionne pas. Juste retour, ton exercice ne fonctionne pas. D'accord, bah, quand est-ce que tu l'as utilisé? Bien avant ma compétition. Je dis oui, mais j'ai parlé d'entraînement. D'entraînement. Donc, quand je t'ai dit il faut l'utiliser dans tes semaines, l'intégrer dans tes semaines, bah forcément que si on n'utilise jamais l'imagerie mentale et qu'on veut l'utiliser maintenant, juste avant en compétition, alors qu'il y a le stress, l'efficacité, forcément, elle n'est pas là. On ne la trouve pas. Par contre, à force de l'entraîner, on va réussir à remettre en place malgré le stress. Et après, c'est pour ça que on va compléter avec d'autres choses. Et c'est pour ça que notre deuxième thème colle parfaitement. Parce que parfois, avec l'imagerie mentale, je suis en imagerie mentale, mais j'arrive pas bien à imaginer parce que je suis en réel état de stress. Donc du coup, bah, forcément, le stress va influer et je vais réussir à m'imaginer que très peu de temps, ça va être très peu efficace. Donc je vais compléter avec des méthodes de respiration qu'on va voir juste après. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer peut-être justement sur cette gestion du stress qui est le deuxième thème de la matinée? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'imagerie mentale, sur ce qu'on vient de voir tout de suite? Pas pour l'instant. Si ça vient même après, on peut y revenir. Totalement. Pourquoi pas, hein. Alors du coup, je te propose, Nicolas, de passer à l'autre partie. Ça fait un peu la transition avec la question de Ludivine sur le lien avec la compétition. On a effectivement en gymnastique différentes sources de stress importantes. Alors il y a la compétition parce que notamment on est un sport où on va se retrouver vu et jugé par les autres. On va se trouver tout seul au milieu d'impraticables. Il y a le regard des autres sur nous. Voilà, il faut savoir gérer ce stress-là. Il y a aussi d'autres natures de stress, c'est que la gymnastique, c'est un sport sur lequel on va engager sa propre santé, quoi, hein, parce qu'il va falloir tourner salto et compagnie. Si on arrive sur la tête, là, ça peut faire mal. Donc, évidemment, il y a la peur de réaliser les éléments, la peur de tomber. On pense classiquement à la poutre chez les filles ou aux arçons chez les garçons. Voilà, c'est un agrès d'équilibre très très contraignant, très très difficile. Voilà, comment est-ce qu'on peut aborder cette gestion du stress sur les différents aspects de la gymnastique, que ce soit la peur de réaliser des choses ou la peur de se produire, et peut-être j'en oublie aussi d'autres peurs possibles que peut-être on verra ensemble tout à l'heure. Alors, je te laisse démarrer. Oui, on a énormément par rapport à la gestion du stress. Pour moi, l'entrée principale, elle se situe sur la respiration. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress, peu importe d'où il vienne, que ce soit sur la compétition, sur le mouvement, sur la peur des choses à réaliser, il va se manifester. Il va se manifester. Et comment il se manifeste? C'est automatique. Il va se manifester physiquement dans un premier temps, augmentation de la fréquence cardiaque, je l'ai introduit tout à l'heure. Et si on n'est pas forcément attentif à l'augmentation de la fréquence cardiaque, bah, je vais avoir tendance à aller aux toilettes énormément avant les compétitions, je vais avoir la boule au ventre, et le corps, dans tous les cas, à chaque fois, va proposer une nouvelle chose. Si je ne m'en rends pas compte, si je ne porte pas attention sur mon stress, si je veux l'échapper, le repousser, c'est comme des vagues. La première vague, je la repousse, augmentation un peu du rythme cardiaque tranquillement. La deuxième vague, elle est plus grande, j'ai la boule au ventre. La troisième me crispe totalement. Et là, j'ai la grande vague qui me submerge. Et donc forcément que c'est pour ça que j'utilise énormément de techniques de respiration dans les séances de préparation mentale parce que ça a à la fois l'avantage d'être efficace rapidement et de pouvoir être mise en place n'importe où, que ce soit avant une compétition, à l'entraînement, dans n'importe quel lieu, encore une fois, dans n'importe quelle posture. C'est pour ça que je trouve ça
plutôt très intéressant et notamment dans les méthodes de respiration. Derrière, on peut jouer sur ce que je parlais tout à l'heure, le stress physique, donc calmer la fréquence cardiaque, et aussi le stress mental avec énormément de pensées. Donc, il y a des méthodes qui permettent ça. Et pour moi, les méthodes de respiration sur la gestion du stress sont une très bonne porte d'entrée pour les entraîneurs. Alors ça m'interpelle parce qu'on sait scientifiquement que la fréquence cardiaque, c'est un ennemi de la performance en gymnastique et que c'est bien de la garder basse à l'approche de l'agrès en compétition, mais aussi une fois qu'on est sur l'agrès. Donc, est-ce qu'il y a des techniques particulières du coup que tu utilises pour gérer ça? Je ne sais pas si tu utilises la cohérence cardiaque ou d'autres choses comme ça. Voilà, quelles sont tes solutions? Alors, j'ai vu la cohérence cardiaque. J'utilise on va dire, des méthodes un peu plus simples que la cohérence cardiaque, la simplicité sur la mise en place, par exemple, parce que je trouve que quand l'athlète doit être en autonomie, il arrive plus simplement à faire des exercices de respiration basiques plutôt que se mettre en cohérence cardiaque. Après, bien évidemment que la cohérence cardiaque, ça a une efficacité qui est aussi reconnue. C'est une autre des méthodes. Mais il y a des méthodes qui sont pour moi déjà très efficaces et nettement plus simples, Alors, notamment la respiration abdominale. Alors, quelle technique tu utilises du coup? Alors, je vais me remettre en partage de contenu. Hop, j'avais donc une autre fiche sur la respiration abdominale, gérer le stress par la respiration abdominale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de respiration. Respiration thoracique et une respiration qui est abdominale. Lorsqu'on stresse, lorsqu'on est énervé, lorsqu'on a une interférence sur le plan mental, on va aller chercher l'air le plus près possible, donc au niveau thoracique. Et quand on inspire l'air au niveau thoracique, sur une inspiration, on est très vite bloqué. Le volume d'air qu'on fait rentrer est moins important que lorsqu'on est au niveau abdominal. Et donc, quand je stresse, bien évidemment, en général, c'est au niveau thoracique que ça se passe. La respiration abdominale, elle s'entraîne, mais c'est une méthode qui est très, très, très puissante. Même sur des étudiants et des étudiantes avec lesquels je travaille, sur une étudiante là très récemment qui passait son diplôme au niveau de la natation, qui stressait depuis des années et des années en s'entraînant sur un protocole de 3 mois avec 2 séances par mois où on a fait de la respiration abdominale. Les retours, ça a été, c'est la première fois que je me sens pleinement en possession de mes moyens et j'ai réussi très bien à mettre l'exercice en place très facilement. L'exercice, il est très simple de la respiration abdominale. Au départ, c'est s'installer confortablement, mains et jambes décroisées. Commencer à respirer et se concentrer sur sa respiration globale. Donc parfois, pour certains, on va se rendre compte que si on est déjà en état de stress, on respire au niveau thoracique. Pour d'autres, on est en respiration abdominale. Et on va mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Une fois qu'on a une main sur la poitrine et une main sur le ventre, à l'inspiration, on va faire en sorte que la main qu'on a sur le ventre soit poussée vers l'extérieur. Le ventre se gonfle. Lorsqu'on expire, la main rentre vers l'intérieur. Et la main qui est au niveau thoracique ne bouge pas. C'est uniquement une respiration abdominale. Et au final, avec le volume d'air qu'on fait entrer au niveau abdominal qui est plus important, rien qu'un exercice comme ça pendant 1, 2, 3 minutes permet de baisser le rythme cardiaque. Juste ça. Quand on est à l'aise, bien évidemment, on retire les mains et on peut très bien le faire. Je peux très bien me mettre en respiration abdominale dès maintenant et qu'au final, on l'intègre dans le quotidien en étant avant une épreuve, avant une compétition, après mon entraînement, avant mon entraînement, pendant l'entraînement. On peut se mettre en respiration abdominale. C'est pour moi une méthode qui est très simple et qui a l'avantage d'être très facile à apprendre au final. Par contre, il faut l'entraîner.
Alors finalement, sur cette méthode, effectivement, comme ça paraît assez simple. L'enjeu, c'est juste de travailler sur la respiration et une détente globale, ou est-ce qu'on peut y associer d'autres choses par rapport à l'approche de la compétition en elle-même, ou le fait de se préparer à faire son mouvement avant de faire face au juge dans la salle de compétition? Est-ce que tu amènes d'autres choses ou c'est vraiment une approche très globalisée? La question était anticipée sur la suite. Euh, on a, dans la progression de cette respiration abdominale, dans un premier temps, c'est pour ça que je le dis, je le travaille en dehors de la compétition. Si la première fois qu'on veut le faire, c'est en compétition, ça ne fonctionne pas. C'est clair, ça ne fonctionnera pas, il y a le stress. On l'entraîne au départ, j'entraîne ma capacité à me mettre en respiration abdominale. Les retours après sont très simples, c'est j'ai la capacité de me mettre beaucoup plus rapidement en respiration abdominale plutôt que de stresser et d'aller vraiment chercher très peu d'air, d'en expirer très peu, c'est je me mets en respiration abdominale. La petite précision que j'ai à donner et qui est très simple à retenir sur les exercices de respiration et de relaxation, c'est inspiration, c'est activation, expiration, c'est relaxation. C'est lorsqu'on expire qu'on fait redescendre le rythme cardiaque et c'est là où on a le plus d'efficacité, c'est expiration égale relaxation. Donc, dans un premier temps, on le travaille pour faire en sorte de l'intégrer et de se mettre de plus en plus rapidement en respiration abdominale. Quand on l'a fait faire aux athlètes, ils peuvent très bien le faire chez eux, on leur donne des programmes, le faire avant de s'endormir, le faire le midi. Il y a beaucoup de méthodes sur ça. Et puis après, derrière, on va l'associer à mon imagerie mentale qu'on a vu dans un premier temps. C'est-à-dire qu'une fois que la charge cognitive elle est importante, forcément on travaille au départ sans charge mentale, et l'exercice de respiration, on va demander de se mettre en respiration abdominale, et là on va peut-être compter le récit de la compétition. Donc là, j'arrive devant les jurés, j'arrive pour réaliser mon mouvement, et je continue à être en respiration abdominale. Donc au départ, je vais avoir des difficultés, et forcément, au bout d'un moment, j'intègre les choses et je l'associe à l'imagerie mentale pour l'intégrer et faire en sorte qu'au bout d'un moment, avec l'entraînement, eh bien, respiration abdominale et imagerie mentale, on puisse faire un bloc et savoir réaliser le mouvement en respiration abdominale. D'accord, donc ça, c'est tout un boulot préparatoire qui peut se faire à l'entraînement. Tout à l'heure, j'ai entendu que l'efficacité pouvait être obtenue assez rapidement, puisque tu nous disais que pour ton exemple de la nageuse, elle avait fait 2 séances par mois pendant 3 mois, si je ne me trompe pas. Oui. On peut espérer du coup obtenir des résultats assez facilement et rapidement avec les gyms. Totalement. En l'entraînant derrière, c'est des méthodes. Alors pour moi, c'est ma vision aussi de la préparation mentale. Quand je fais un travail, quand je travaille avec des particuliers, je travaille jamais plus de 3 séances par mois. Je travaille jamais plus de 3 séances par mois. Pourquoi? Parce que j'ai cette vision qu'il faut donner des outils aux athlètes pour que derrière, ils les intègrent dans leur quotidien. Donner des outils aux entraîneurs pour qu'ils l'intègrent à leur séance. Et pas la préparation mentale, c'est la nouvelle mode. Donc, on garde tout pour nous et il faut absolument avoir recours à la préparation mentale pour travailler le mental. Moi, je travaille sur 1, 2 ou 3 séances par mois. Et entre les séances, mes athlètes ont toujours du travail. Entre guillemets, le travail, ça va être faire la respiration abdominale et une sorte d'engagement. Comment tu penses pouvoir intégrer ces exercices de respiration dans ton quotidien? Je pense que le soir avant de dormir et puis avant d'aller à l'entraînement, je vais avoir la capacité de le faire. Très bien, d'accord. Donc peut-être parfois pas à tous les entraînements, mais je vais l'intégrer. Entre deux, vraiment, les athlètes vont l'entraîner. Et oui, à raison de 3 mois et 2 séances par mois, on va le repratiquer, revoir des choses, avoir des retours sur les sensations et qu'entre deux, ils s'entraînent. Les résultats sont très rapides. Ok. Et alors, cette méthode-là sur la respiration, est-ce que ça joue sur l'activation globale? C'est-à-dire, je me dis, une fois qu'on va l'utiliser à l'entraînement, c'est une chose. Quand on arrive le jour J à la compétition, est-ce qu'on peut utiliser aussi ces méthodes-là ou est-ce que ça peut être néfaste à la performance en termes d'activation? Comme l'imagerie mentale, et puis voilà, la respiration, c'est la même chose, la gestion du stress, tout est interrelié, comme je le disais tout à l'heure. Et
la respiration va avoir un impact sur l'activation. On ne va pas utiliser le même temps d'exercice sur de la respiration abdominale à l'entraînement en fin de séance ou juste avant une compétition. Tout dépend aussi le niveau de stress, l'échelle de stress de 1 à 10. On peut demander à nos athlètes de 1 à 10, où vous situez-vous sur l'échelle du stress. Si je suis à 10, l'exercice, on peut le faire durer 1 minute, 1 minute 30. Si je suis à 2, je n'ai pas besoin du tout de faire cet exercice. Tout dépend du degré de stress. Et forcément que plus on va l'avoir entraîné avant, plus on va y rentrer rapidement, moins on va avoir besoin de mettre de temps sur cet exercice de respiration. Ça veut dire que même pendant la compétition, s'il y a un stress palpable ou que le gym l'exprime, on peut utiliser ça et finalement, on peut même l'intercaler entre des enchaînements. C'est-à-dire qu'en une compétition de gym, on enchaîne des agrès ou on enchaîne des présentations de mouvements sur un trampoline ou sur le praticable en fonction des disciplines. On peut très bien intercaler ce genre de travail. Ça prend finalement 1 ou 2 minutes, ça? Enfin, c'est assez court. Ça peut être assez court. Oui. Pour être efficace, en tout cas. Exactement. Ça dure très peu de temps. Et comme je le disais, du coup, une fois qu'on a ces données-là sur la respiration, c'est inspiration, activation, expiration, relaxation. Derrière, on va jouer un petit peu avec ça. Je le disais, là, avec la respiration abdominale, on a un impact sur le stress qui est physique. Après, derrière, avec juste ce petit moyen mnémotechnique, on peut avoir un impact sur le stress qui est mental. Et j'ai une deuxième fiche. Pour ça, je fais la passation sur la deuxième fiche de respiration. Très bien. Alors, avant de passer sur ton autre fiche, est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à cette gestion du stress et à ce qu'on vient d'évoquer sur la respiration et ces techniques respiratoires? Non, pas tout de suite. Bon. Alors, on te laisse continuer, Nicolas, sur ta fiche suivante. Oui. Alors, hop. On ne les voit pas, donc je pense qu'ils essayent tous de caler leur respiration. Je pense qu'ils sont en train de pratiquer. Alors, s'ils sont en respiration abdominale depuis que j'ai débuté l'introduction, ils sont peut-être endormis, du coup. Le niveau d'activation est descendu très bas, jusqu'à proche du sommeil. Et donc là, oui, normalement, on peut en avoir perdu quelques-uns. Donc là, on a après des exercices qu'on appelle, voilà, celui-ci, c'est la respiration carrée. Une fois qu'on sait se mettre en respiration abdominale, l'exercice qu'on débute, on s'installe confortablement comme d'habitude et on se met en respiration abdominale. Et derrière, comme je le disais, parfois j'ai eu ces retours, beaucoup même. J'arrivais à respirer au niveau abdominal, mais je n'arrivais pas à le garder parce que j'avais beaucoup trop de pensées. Et là, le stress arrive sur l'aspect mental. J'ai des pensées, j'ai des croyances qui reviennent. Est-ce que je suis capable? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais le faire? J'ai peur. Comment va se passer? Tout à l'heure, on en parlait. Comment va se passer ma sortie? Et là, forcément, le stress arrive sur l'aspect mental. Et donc, l'exercice de respiration carrée, il est ce qu'on va appeler, bon, il n'y a pas besoin de retenir ce terme, mais ce sont des thérapies de réorientation de l'attention. On aime bien donner ce terme, je suis content de le connaître. On aime bien donner des termes assez complexes sur des choses très simples. La respiration carrée, en fait, c'est très simple. On va essayer de proposer à notre attention, à nos pensées, d'aller se mettre sur autre chose, sur quelque chose que l'on maîtrise. Le fait de penser à ma sortie après, le fait de penser au fait que je suis capable ou pas capable va m'engendrer du stress, ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise, c'est ma respiration. Et ce que je maîtrise aussi, c'est le fait de compter. Donc, je vais compter, par exemple, 4 secondes sur l'inspiration. J'inspire 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. J'expire 4 secondes et je bloque encore une fois avant de recommencer. Et on les répète plusieurs fois pour faire en sorte de proposer à notre cerveau de se concentrer sur quelque chose qu'il maîtrise. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment que inspiration, activation, expiration, relaxation,
plus on va être capable de faire ça sur 5 secondes, puis 6 secondes, puis 7 secondes. Avec l'entraînement, j'ai des athlètes qui vont à 7 ou 8 secondes d'inspiration. Vous pourrez essayer l'exercice en respirant au niveau abdominal, en inspirant pendant 8 secondes. Au départ, c'est très dur. Et puis, il y en a qui y arrivent très, très, très bien en gérant leur respiration. Donc là, je donne un exemple de respiration carrée. Et, on l'a nommé la respiration carrée. Tout ça pour dire que derrière, je donne un outil qui en fait découler d'autres. On utilise sur certains, ça ne fonctionne pas. Ou alors, j'ai besoin d'utiliser autre chose. J'utilise la respiration, je ne vais pas être original, mais la respiration triangle. Donc, c'est-à-dire que j'inspire, je bloque et j'expire. J'inspire, je bloque, j'expire. Et puis, je peux bloquer à l'inspiration, je peux bloquer à l'expiration. Donc, du coup, forcément que derrière, on utilise énormément de choses. Et il y a une méthode qu'on utilise aussi beaucoup parce que c'est une méthode d'introduction, une méthode de base qui est très facilement adaptable. On utilise la méthode 4-6. La méthode 4-6, elle est très simple. C'est j'inspire durant 4 secondes, j'expire durant 6 secondes. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de inspiration égale activation, expiration égale relaxation. On fait durer plus longtemps l'expiration pour faire redescendre le rythme cardiaque. Et donc, je vais me forcer à compter 4 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration. Ok, alors une question de Sandrine sur est-ce que tu utilises la respiration hypopressive? Pas du tout. Précise. Pas du tout. Voilà. Bon, bah voilà Sandrine, pas du tout. Moi, j'ai une autre question sur ce que tu viens d'exposer sur la respiration. On a finalement une volonté de baisser la fréquence cardiaque avec ces exercices-là, et puis aussi de détourner les pensées finalement sur autre chose. C'est-à-dire qu'on essaie de décaler l'objet de son attention sur la respiration plutôt que sur sa source de stress, c'est ça? Si j'ai bien compris. On a perdu Nicolas. Ah non, il est revenu. Je ne sais pas si tu as entendu ma question. Oui, totalement. Oui, je suis là. Je suis là. Oui, c'est ça. Oui, totalement. On a cette dans un premier de baisser le rythme cardiaque et puis également de réorienter l'attention. C'est ce que je disais tout à l'heure, la thérapie de réorientation de l'attention qu'on peut utiliser. D'accord. Est-ce qu'on peut, sur ce travail-là, réorienter l'attention, mais en ciblant finalement quelque chose de particulier? Oui, derrière, on peut réorienter. Comme on l'utilise tout à l'heure, on peut réorienter sur quelque chose de ciblé, sur peut-être ce que je vais avoir à réaliser juste après, sur peut-être mon imagerie mentale, sur mon déclencheur émotionnel. Je peux très bien cibler, une fois que je maîtrise la respiration et que je sais réorienter mes pensées, eh bien, je les réoriente sur ce que je souhaite un petit peu. Et derrière, je ne sais pas si vous en avez, si vous en aurez les entraîneurs des athlètes qui ne stressent pas, qui ne stressent pas du tout. Là, on va faire la méthode inverse. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont très mous. Et du coup, là, la méthode 4-6 se transforme en méthode 6-4. Je vais mettre 6 secondes à l'inspiration et 4 secondes à l'expiration, là pour faire augmenter un petit peu le rythme cardiaque et un petit peu l'activation. Donc quand je sais ça, quand je sais ces exercices-là, et c'est l'intérêt pour moi de les utiliser, c'est que par un exercice, je peux l'utiliser pour activer, pour relaxer, pour vraiment mixer en fonction de mon athlète et du besoin du moment. Ouais, c'est intéressant aussi de penser à la technique inverse. Juste avant de passer la main à Alexis, je crois qu'il doit avoir une question. Et on a une question de Ludivine qui nous dit juste avant le passage noté en compétition, je leur demande une grande inspiration et une très courte expiration égaux, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, elle ne sait pas si ça fait baisser le stress et du coup, elle se demande si c'est approprié comme technique. Alors, cette technique, elle est utilisée en effet. Il y a la seule modification sur laquelle je pourrais intervenir, ce serait mettre du temps également sur l'expiration. Et on peut renforcer cet exercice en disant, en fait, cet exercice sert à évacuer.
Donc, quand je l'utilise auprès de groupes ou en individuel, je vais demander à la personne de mettre toutes ses pensées négatives, tout son stress, une dernière fois, d'y penser brièvement, de mettre tout ça dans l'inspiration et de mettre une grande expiration où ça y est, j'expulse tout ça et go derrière. Si c'est le déclencheur émotionnel qui permet d'aller faire la prestation, c'est parfait derrière. Mais peut-être du coup mettre plus de temps sur l'expiration et mettre un peu d'imagerie avec et d'imaginer que toutes mes pensées négatives montent et que je les expulse d'un seul coup. Donc, alors, finalement, ce que Ludivine propose déjà à ces gyms, c'est de la mise en activation, si je comprends bien par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure. Donc, ça peut être intéressant plus pour se mettre en activation avant le mouvement plutôt que pour se détendre. Voilà. Exactement. Okay. Super. Et puis, Alexis, du coup, avait une question, je crois. Oui. Pour faire référence justement aux différents niveaux d'activation qu'il peut y avoir avec une technique qui baisse le stress et une technique qui, elle, va au contraire augmenter ce niveau d'activation. On se doute et on pense que voilà, pour certaines personnes, dès lors que l'on atteint un certain niveau de relaxation, ça puisse être potentiellement délétère au final à leur performance si jamais on atteint un niveau de relaxation peut-être trop important. Donc, est-ce qu'il y a un travail, un diagnostic à réaliser en amont avant d'utiliser ces techniques? Si j'utilise plutôt une technique plutôt qu'une autre chez une personne ou une autre, par rapport au niveau d'activation qu'il faut qu'elle atteigne, ou voilà, est-ce qu'il y a une technique particulière, un diagnostic à réaliser en amont avant de savoir si avec elle il faut que je baisse au niveau d'activation ou avec une autre il faut que je l'augmente? Oui, alors on va dire que lorsque j'entame quand on est dans l'individualisation derrière de la performance et que j'entame un travail en préparation mentale, on a un entretien individuel et des tests sur les habiletés mentales qui va durer entre 1h30, 1h15 ou 2 heures pour certains. Et puis là, déjà, on va déceler, on va dire, des types de personnalités que des entraîneurs connaissent très bien. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai pris, les extrêmes, mais mon gymnaste qui est très, 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 très stressé avant les compétitions, et puis l'autre gymnaste qui, lui, avant les compétitions, c'est un petit peu cool. Il faut le temps de se mettre dedans, et puis il va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que j'ai aussi envie de me reposer. Voilà, je prends les extrêmes. Bah là, en fait, c'est avec la connaissance des athlètes qu'on va derrière adapter les méthodes qu'on va mettre en place. Et puis, c'est pour ça que le fait d'avoir la méthode 4-6, 6-4 permet de mixer entre les deux de façon très simple. Et puis, j'utilise énormément l'auto-évaluation, c'est-à-dire que je vais demander de se jauger sur une échelle de 0 à 100% ou sur une échelle de 1 à 5 sur voilà, peut-être le taux de stress. Et puis, avant un exercice et après. Donc après, derrière, sur ça, ça peut être un biais, mais on a un peu un effet placebo, par exemple. Je veux dire, ton état de stress est à combien de pourcents à l'heure actuelle? Bah là, pour l'instant, je suis à 85, je sens que je suis très stressé. Très bien, très bien. On va faire un exercice. Tu vas voir que tu vas descendre au moins en dessous des 50%. Je lui dis parce que je suis persuadé. Et l'exercice que je vais faire derrière, si l'athlète a confiance en moi, je peux lui faire n'importe quel exercice, je lui dirai à la fin, alors, est-ce qu'en effet, tu es en dessous de 50%? Les 3/4 du temps, ils vont répondre oui, bah oui, là, je suis aux alentours de 40-45. Et au final, l'exercice de respiration, j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, juste par mon discours. Derrière, je sais que j'ai calmé mon athlète. Ok, merci Nicolas. Moi, j'avais une autre question aussi en lien avec cette gestion du stress. Même si la gymnastique, c'est bien souvent un sport à prestations individuelles, parfois il y a des prestations en duo, en trio, comme sur la GAC, en synchro sur le trampoline, et puis même sur les autres disciplines où il y a quand même une cohésion d'équipe à trouver. Est-ce qu'il y a une approche collective de cette gestion du stress avec les techniques que tu as évoquées ou d'autres? Oui, totalement. On rentre après derrière sur des caractéristiques techniques un peu plus complexes, mais qui restent encore abordables.
Je prends l'exemple on n'est pas du tout sur la même pratique, mais je prends l'exemple du rugby avec le 15 de France qui maintenant pratique ce qu'on appelle entre les essais, qui pratique ce qu'on appelle une respiration collective. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut être le capitaine ou l'entraîneur qui est au milieu, sans parler, qui va dicter un tempo juste en se mettant en respiration abdominale ou thoracique. J'inspire, j'expire. Les autres vont faire la même chose. Ça permet de rentrer en cohérence sur un exercice de cohésion de groupe et de faire, par exemple, d'intégrer un exercice de respiration en étant en cohésion de groupe. Ça, sur la respiration. Sur l'imagerie mentale, on peut demander, par exemple, on va faire un exercice et on va dire que l'exercice, il peut être le suivant, de marcher ensemble et puis chacun de son côté d'essayer de repérer un maximum d'éléments visuels, auditifs, kinesthésiques en ayant les yeux ouverts. Je marche. Et puis, au bout de 15 secondes, par exemple, je stoppe. Je demande à mes athlètes là de s'arrêter, de fermer les yeux et de revoir exactement ce qu'ils ont vu en se l'imaginant uniquement en imagerie mentale. Et dès qu'ils ont pu tout revoir, d'ouvrir les yeux. Et là, on se rend compte que parfois, ce qu'on a vu pendant 15 secondes, en mettant le chrono pendant 15 secondes, certains en imagerie mentale, ça va durer 3 secondes, ils vont réouvrir les yeux. Et pour d'autres, ça va durer 15, 20 secondes, 30 secondes, et ils mettent beaucoup plus longtemps à se réimaginer les choses. Et derrière, on va pouvoir faire en sorte de coordonner tout ça. On marche tous ensemble pendant 15 secondes, on s'arrête et on essaye de faire en sorte qu'on ferme les yeux et on coordonne et que tout le monde puisse réouvrir les yeux au même moment. Donc, on utilise aussi les techniques sur de la cohésion de groupe. C'est totalement possible. Et il y a un intérêt, bien évidemment, de respirer ensemble, d'imaginer ensemble, peut-être de refaire notre chorégraphie ensemble, ce qu'on a prévu de produire, notre prestation. On peut la refaire ensemble en s'imaginant. On peut coordonner des choses après l'avoir vu avec la vidéo. On peut imaginer plein de scénarios possibles. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a abordé ce matin? Je vous laisse un peu le temps de la réflexion. Pour ceux qui ne dorment pas encore. Voilà, j'espère que tout le monde a bien appris à respirer ce matin. C'est vrai que c'est amusant parce que je vois bien chez les jeunes, des fois, il y en a qui respirent à l'envers d'ailleurs. Oui. Par rapport au mouvement abdominal que tu as décrit tout à l'heure. Comme quoi, ça s'apprend aussi à le faire. Et c'est pour ça que ce sont des méthodes qui, pour moi, sont totalement intégrables à l'entraînement. J'ai cette vision on dit que la préparation mentale, c'est très bien et qu'il faut l'intégrer, que c'est hyper important. Il faut aussi donner, pour moi, des outils aux entraîneurs pour qu'ils puissent les entraîner. C'est pour ça que là, je propose ces outils, testez-les à l'entraînement, essayez de mettre des protocoles en place assez libres. Et vous verrez au niveau des résultats que parfois on peut être surpris de ce qu'on est capable de faire juste en connaissant des petites choses sur la respiration. C'est vraiment, pour moi, ça s'intègre à l'entraînement. Très bien. Une question d'Arthur. Je te laisse prendre la parole, Arthur. C'est une question, c'est vrai que sur l'imagerie mentale, moi j'avais commencé l'année dernière à faire un petit peu justement pour les faire respirer en fin de séance. Alors c'est vrai qu'on peut effectivement les endormir, parce que alors, les premières fois qu'on a commencé, moi je les ai littéralement endormis, alors c'était avant le confinement. Donc j'ai un peu peur de le refaire aujourd'hui avec la fin des cours et le couvre-feu à 20h, parce que je me dis si je les endors à 19h30 en fin de séance, parce qu'en fait c'est vrai que les toutes premières séances, en fait, moi j'avais vu un autre exercice où il demandait de commencer, mais même pas avec une image de gym. Et alors il recommandait en fait de commencer juste avec en fait des dessins. Donc c'est un peu, je sais pas si on peut parler d'hypnose, où en fait je les guidais juste par rapport à un peu ce que tu avais dit, un scénario, où en fait donc moi j'avais choisi de leur faire d'abord se dessiner un grand tableau blanc dans leur visage, et où après à l'intérieur on faisait apparaître un point au milieu, et petit à petit le point le faisait grossir, et on s'amusait déjà à jouer et à créer des trucs dans leur cerveau pour qu'elles commencent à visualiser quelque chose avant de mettre des images de gym. Parce que c'est vrai que j'ai un groupe assez hétérogène, il y a des toutes petites, je vais de 10 ans à 17 ans. Donc tout le monde n'a pas forcément le même niveau pour réussir à se projeter et à créer l'image de moi en train de faire de la gym sur la poutre. Donc c'est un peu difficile au niveau des décalages d'âge et au niveau de qui va réagir comment. Oui. Pour répondre à la question, c'est pour ça que dans un premier temps, j'utilise au départ peut-être des exercices courts. Et c'est en fait, il faut se détacher de base de ce qu'on va pouvoir lire, parce que
on a beaucoup de protocoles de relaxation. On tape séance de relaxation sur Internet. On va en trouver plein avec les pointillés pour donner le nombre de secondes sur lequel il faut qu'on s'arrête. Et pour moi, là, très honnêtement, je l'ai pratiqué au départ parce que j'avais besoin de cette prise d'expérience aussi. Mais on se détache du ressenti de l'athlète. Donc, on va totalement compter notre histoire. On la raconte très bien. Le récit est très bon. Mais on n'a pas du tout, à un moment, été sur les ressentis, je vais regarder mes athlètes et là, je vois qu'il y a de la relaxation qui est faite. Et c'est pour ça que dans des séances de relaxation, on est là et on a besoin de faire ce protocole. Qu'en général, on dit, bon, bah, c'est 20 minutes et qu'au bout de 10-12, on en a perdu certains. Dans ces cas-là, mon conseil, c'est vraiment de préférer des séances au départ très courtes. En 4 ou 5 minutes, on ne peut endormir personne. Ou alors, le niveau de sommeil… C'est pas sûr. Alors, ça dépend de la séance, mais alors, du coup, bah, peut-être préférer 3 minutes dans ces cas-là. Mais c'est vrai que plus le temps est court, plus peut-être on peut vraiment avoir l'efficacité au départ de rentrer dans la relaxation. Faire au départ des protocoles courts, ça permet de pas lire un texte, de ne pas faire quelque chose, de choisir. Ce soir, je fais un exercice sur peut-être un élément très court et je vais essayer voilà, de me confronter au protocole, de faire un petit peu, de voir ce que ça donne. Puis je le fais de façon très courte. Et au fur et à mesure, bah, je pourrais mettre en place d'autres choses. Pour l'instant, là, au niveau des croyances, pour énormément de personnes, relaxation va vouloir dire préparer au sommeil. Donc forcément, pour eux, à la fin de l'exercice, s'ils ont dormi, l'exercice était très bien. Mais tout dépend de ce qu'on va mettre en place. Si c'est juste de faire redescendre le rythme cardiaque, se concentrer sur quelque chose, là, on n'a pas forcément atteint notre objectif. Donc préférer des exercices courts au départ, en préparant un objectif, mais pas forcément en suivant un protocole. Et vous verrez qu'il y a des très bons résultats et qu'au fur et à mesure, je suis à l'aise et que je vais commencer à mettre plus de temps dans mes imageries mentales. Je mets rarement plus d'un quart d'heure dans une imagerie mentale. C'est vraiment très, très rare. Ou alors, on est en veille de compétition. J'ai un athlète au téléphone qui a beaucoup de mal à s'endormir. Et là, oui, on va mettre un protocole un peu plus long en place, d'un quart d'heure. On va mêler le corps, l'esprit, on va faire pas mal de choses. Mais ça demande du temps et c'est un autre moment précis. Dans l'entraînement, on peut faire ça en durant très peu de temps. Et un forfait illimité aussi. Et oui, j'ai des athlètes jusqu'en Martinique, donc il faut s'équiper. Très bien. Bon, on arrive au bout du temps imparti qu'on s'était donné pour ce matin. Merci Nicolas pour ton intervention et tes éclaircissements sur la question. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette visio sur la chaîne YouTube Gymplay Normandie dans la rubrique Morning Coach. Les documents qu'il nous a présentés seront mis également en téléchargement en lien avec cette vidéo sur la page de la vidéo. Et puis, on vous enverra dans la journée un questionnaire de satisfaction sur l'intervention de ce matin et sur la possibilité également, si ça vous intéresse, si on a des retours dans ce sens-là, d'organiser une deuxième session avec Nicolas, mais cette fois-ci en pratique, en salle, avec vous, éventuellement avec des gyms, pour vraiment mettre en pratique ce qu'on a évoqué ce matin et voir d'autres méthodes aussi avec lui. Donc, en fonction de vos retours, on essaiera de mettre ça en place prochainement, en espérant des conditions sanitaires plus propices au retour dans les salles pour tous. Voilà, merci à tous. Merci Sacha d'avoir permis cette réunion ce matin. Merci Nicolas pour ton intervention. Et puis à très bientôt pour une prochaine édition du Morning Coach. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis passez de bonnes fêtes. Et oui, bonne fête à tous. Allez, ciao, bonne journée.